Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui est vraiment ultra décevante. En fait c'est décevant parce que c'est décevant parce que cette vidéo aurait pu être une vidéo super positive. Ouh, ça m'a fait un peu le même effet quand je l'ai lu. Aujourd'hui je vais vous parler de Philosophie Magazine. J'ai vu ce magazine et bien évidemment j'ai été tentée de l'acheter et je ne l'avais pas acheté parce que je me suis dit que ça allait pas être réjouissant. En effet, mais quelqu'un sur Instagram m'a renvoyé m'a demandé si je l'avais lu et je me suis dit bon allez, pourquoi pas. Donc je vais juste partager rapidement avec vous. Je vous encourage pas à l'acheter honnêtement parce que je trouve qu'il est... Je suis désolée hein, mais je trouve qu'il est vraiment mal fait et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, premièrement le titre, le gros sujet quoi, l'éthique est dans le steak, être ou ne pas être carnivore. Alors ça va peut-être sembler comme être du chipotage ou voilà, mais déjà ça m'énerve quand on parle de carnivorisme. Les gens ne sont pas carnivores, les gens sont omnivores, d'accord? Je connais encore personne qui ne mange que ou à 90% de la viande ou des animaux. Cette idée selon laquelle il y aurait ces deux camps, les carnivores et les végétariens, voilà, c'est déjà, premièrement c'est faux scientifiquement parlant. Deuxièmement, faut pas être, je pense qu'il faut pas être trop laxiste sur ce terme-là, étant donné que le terme carnivore, et il l'explique d'ailleurs dans le magazine, hein, c'est quand même un terme qui est connoté avec beaucoup de puissance, beaucoup de férocité, beaucoup de vie. Ça a un côté assez... force de vie, ça fait un petit peu penser à cette idée, il me semble, qui était développée par Bataille, enfin, de la destruction qui produit de l'énergie. Tandis que le côté végétarien est associé à cette idée de faiblesse, à cette idée de passivité. Les termes de légumes et de végétarien et de végétal sont des termes qui sont utilisés pour décrire des personnes souvent qui manquent de cette énergie. Même au Japon, il y a des hommes végétaux, en fait, c'est des herbivores, si vous préférez, c'est des hommes qui en fait n'ont pas cet appétit sexuel, qui sont pas virils, etc. Donc déjà c'est pas faux, déjà c'est pas correct scientifiquement de parler de carnivore. Deuxièmement, ça véhicule un certain nombre de représentations et d'images qui sont pas forcément pour servir la cause végétarienne. Je trouve quand même que déjà il faut souligner que c'est intéressant d'en parler, que quelques années en arrière ça n'aurait jamais été le cas, qu'on en parle de plus en plus et que c'est bien, d'accord? C'est aussi intéressant qu'ils aient placé un animal qui nous regarde droit dans les yeux. C'était une bonne initiative, sauf que ça c'est totalement détruit par ce qui se trouve dans le reste du magazine. Alors on commence en fait par une double page, quand le carnivore se regarde en face. Et il y a cette première question. Est-il immoral de manger de la viande? Si la morale est le reflet des mœurs, de la coutume propre à chaque nation, la réponse est clairement non. Seuls 3% des Français sont végétariens. Mais si la morale est la capacité à décider du bien et à réformer sa conduite, alors le débat mérite d'être ouvert. Je vous avoue que cette introduction m'a un petit peu... Voilà, parce que la première question, je trouve que... Bon, oui, c'est vrai que pour certaines personnes, peut-être qu'on peut poser la question de la morale ainsi. Néanmoins, est-ce que dans un magazine de philo, on est vraiment obligé de poser la question de savoir si la morale, c'est ce que fait le plus grand nombre? Bon, très minoritaire, les véganes, qui ne consomment aucun aliment d'origine animale et ne portent ni laine ni cuir, incarnent aujourd'hui une forme de pureté. Donc c'est là que ça commence à partir en barigoule. Et leur surreprésentation dans les médias montre que cette attitude travaille les consciences, mais avant d'inspecter la blancheur de la tunique végane, voyons les problèmes éthiques que soulève l'alimentation carnée. Ils sont au nombre de 3. Alors premièrement, on insiste bien sur le côté ultra minoritaire, sur la question de la pureté, sur la conscience. Alors il est évident que c'est approprié dans le sens où il est certain que ça pose un problème de conscience, que ça pose un problème éthique, que ça pose des problèmes éthiques, des problèmes moraux, etc. Il est bien évident que les gens se sentent très souvent mal à l'aise au niveau de leur conscience lorsqu'on leur parle de véganisme ou lorsqu'ils constatent que d'autres personnes ne mangent pas des animaux. Toutefois, avant d'inspecter la blancheur de la tunique végane, les véganes ne se réclament pas être des êtres supérieurs, des êtres purs, des êtres parfaits, non, c'est pas du tout le cas. Et on voit que c'est quelque chose qui est souvent utilisé comme critique à l'encontre des véganes, mais en même temps qui est souvent aussi utilisé pour dire oh là là, j'aimerais tellement faire ce que tu fais, c'est vrai, c'est super ce que tu fais, je sais que c'est bien mais moi je le fais pas. Donc à un moment donné il faudrait se positionner. Ensuite on voit clairement quand même dans cette introduction qu'ils ont une petite idée derrière la tête, inspecter, savoir si vraiment le véganisme c'est bien et si vraiment les véganes sont des êtres purs. Alors il y a tout un passage sur nuire aux animaux, nuire à la nature et se nuire, qui sont selon eux les 3 problèmes éthiques que pose la consommation d'animaux. Il y a une petite
avancer sur le spécisme où il l'explique d'une manière qui est un petit peu maladroite, mais bon. Ils disent en clair, il n'est pas spéciste de tuer un ours blanc pour sauver sa vie, mais il est spéciste de tuer un bœuf pour le manger, car l'animal éprouve plus d'intérêt à rester vivant que nous n'avons de nécessité à déguster son entrecôte. Alors il est intéressant quand même de voir qu'il parle du spécisme et d'antispécisme. Il faut quand même aussi se rendre compte de l'avancée des choses. Ça, c'était un terme qu'avant on n'employait jamais. Toutefois, leur définition est quand même assez petite. Et en fait, c'est ça le problème. C'est que les choses qui pourraient être super intéressantes ne sont pas du tout développées. Et vous allez voir ce qu'ils développent par la suite. Asseyez-vous. Pareil. Des chiffres pour vous couper l'appétit. Donc là, vous voyez quand même, sur un dossier entier, c'est uniquement ça qui est attribué aux chiffres. Par exemple, les 60 milliards d'animaux terrestres qui sont tués, abattus chaque année pour nourrir l'humanité, mais plutôt pour donner de la nourriture non nécessaire à l'humanité, les 100 milliards, les 1000 milliards de poissons, la question des terres cultivables, et donc c'est bien qu'ils en parlent. Néanmoins, est-ce que c'est pas quelque chose qui mériterait un peu plus quand même d'argumentation? Bon, à mon sens oui, chose qui est totalement mais totalement absente de ce dossier, c'est quand même l'impact sur des populations qui sont déjà fragiles. C'est très bien que la production, les industries animales utilisent beaucoup de ressources, que ce soit des céréales, de l'eau ou des médicaments qui ne sont pas des ressources naturelles mais qui rentre quand même en ligne de compte. On sait très bien que ça utilise beaucoup de terre, on sait très bien que ça pollue énormément, que c'est l'un des premiers facteurs de pollution au monde et que ça contribue donc très fortement au réchauffement climatique. On sait très bien que le réchauffement climatique crée des réfugiés climatiques, crée des problèmes, que ce soit des inondations, que ce soit la disparition de certaines îles, que ce soit des dérèglements climatiques moins majeurs mais quand même importants, et on sait très bien que ça touche des populations qui sont des populations défavorisées, des populations qui sont placées dans l'hémisphère sud par exemple. Donc ça, ils en parlent pas, ce qui me semble quand même assez intéressant. Ensuite, ce qui m'a vraiment hérissé les poils. Protéger la nature en renonçant à notre condition d'omnivore, quand même il lâche le terme carnivore au bout d'un moment, ne serait-ce pas aller contre notre propre nature? Alors quand même dans un magazine de philo, même si on dirait pas avec cette magnifique pub derrière, mais dans un magazine de philo, revenir à cette question de la nature, je pensais qu'on avait quand même établi que parler de nature, quand on parlait d'humanité, c'était pas pertinent. Parler de nature humaine n'a rien de pertinent, nous ne faisons plus rien qui soit de notre nature, imaginons même qu'il y ait une nature humaine, ce qui n'est pas facile à définir. Deuxièmement, c'est assez intéressant de voir qu'ils évoquent, ou invoquent plutôt la nature humaine, mais que le reste du dossier s'appuie quand même sur des choses qui sont tout sauf de l'ordre de la nature. C'est des choses qui sont de la civilisation, de l'industrie, de la culture, la tradition, l'attachement à la viande, c'est-à-dire aux animaux morts qui sont tués pour vous, les manières de produire, pardon, les manières d'élever, l'élevage même et la sédentarisation, tout ça c'est pas de la nature humaine, c'est de la culture, de la société, c'est de l'acquis, ça n'a rien d'inné, donc c'est vraiment pas approprié. Enfin, vraiment, cet argument là, quand on voit ces chiffres et quand on voit ça, est-ce que... Comment... Bref, passons. Alors, il parle également du végétarisme, passant totalement plus ou moins sous silence le fait que le végétarisme c'est quand même pas du tout la même chose que le véganisme et qu'il y a tout un pan éthique qui n'est pas du tout pris en compte dans le végétarisme. Voilà, un végétarien ou un vegan n'est-il pas un homme? Alors déjà, le homme, même pas avec un grand H, hein. Donc, bon bref, passons sur le sexisme de la chose. Qui lutte contre son instinct carnivore et réprime l'animalité en lui au nom même du respect dû aux animaux. Alors, ça je trouve ça mais tellement enfin franchement c'est ridicule. On a l'impression, vous savez cet instinct animal, cet instinct carnivore, c'est celui qu'éprouvent les lions lorsqu'ils voient une gazelle et qu'ils commencent à saliver, qu'ils se jettent dessus, qu'ils la déchirent et la tuent avec leurs crocs, qu'ils enfouissent leur visage, enfin leur tête dans ce sang chaud qui ruisselle sur eux, qu'ils sentent la palpitation de l'aorte qui s'amenuit, qui dévore les organes, qui se roule dedans. Ça c'est l'instinct animal, ça c'est l'instinct du carnivore. Donc on repassera quand même pour ça chez les êtres humains, n'est-ce pas? Et alors, mais parfait, magnifique, franchement, j'aimerais bien que cette vidéo soit vue par certaines personnes qui ont fait ce magazine. On a un magnifique dossier sur les travailleurs de la chair. Éleveurs, abatteurs, bouchers. Ils participent à la transformation de l'animal en viande. Oui, ça s'appelle la tuerie. Et explique ici comment ils vivent ce processus qui mêle amour et mort. Alors, des témoignages commentés par l'anthropologue Claude Fischler. Alors, je vais vous expliquer très clairement déjà ma position là-dessus. Elle avait été mal comprise dans une vidéo que j'avais faite précédemment avec Esther. On ne parle pas d'amour, on ne parle pas de respect lorsque l'on tue, lorsqu'on exploite et lorsqu'on a un but
caché, ou pas forcément caché, mais plutôt caché vu l'hypocrisie de ces personnes, derrière la vie même et le fait qu'on élève et qu'on amène même au monde ces individus-là. Vous ne diriez pas que j'aime mes enfants si je les frappais, si je ne leur donnais pas à manger, si je les violentais même verbalement. Vous ne diriez pas que j'aime ma compagne ou mon compagnon si je le frappe, si je l'humilie. Vous ne diriez pas que j'aime mes plantes si je ne leur donne pas à boire, si je les balance comme ça, si je m'amuse à mettre des produits toxiques dans mon jardin. Au contraire, vous ne diriez pas non plus, même pour de simples objets, que j'aime les œuvres d'art si je m'amuse à brûler des livres, ou que j'aime les belles choses si je les casse et si je n'y fais pas attention. Imaginez quelqu'un qui a une superbe maison et qui la laisse totalement se détériorer et tomber en ruine, ou qui la vend pour se faire du profit. Est-ce que cette personne aime cette maison? Non, ça ne marche même pas pour les objets, ça ne marche pas non plus pour les êtres vivants de notre espèce. Par contre, pour les animaux, on peut s'imaginer que quelqu'un qui tue un animal alors qu'il n'en a pas besoin, d'accord, il l'aime. Donc ça, cette hypocrisie, elle est sur de la page 52 à la page 57 quand même. On a 5 pages avec premièrement notre chère belle petite femme là qui est en photo toute blonde avec un joli bébé qu'elle dit je ne tue pas les veaux quand même. Elle attend qu'ils soient un peu plus grands pour les tuer. Vous avez donc Sophie de Rieux, éleveuse de bovins. Vous avez Stéphane Geoffroy. Vous avez Adil Madani qui nous parle bien évidemment de la viande halal. Vous avez Olivier Metzger, et alors on va arriver à lui parce que c'est quand même incroyable. Elle nous dit nous possédons aujourd'hui 200 bêtes. Mais alors ma cocotte, il y a déjà un problème. Tu ne possèdes rien du tout. De quel droit est-ce que tu possèdes des êtres vivants? Quel droit? Qui t'a donné ce droit? Comment peux-tu t'octroyer le droit de posséder des êtres vivants? Bref, passons. L'élevage reste ma vraie passion. Ah bah c'est intéressant de savoir que ta passion c'est d'exploiter des êtres vivants et de les envoyer à l'abattoir. Vraiment c'est intéressant comme passion, ça en dit pas long sur toi, hein, mais bon. Alors, et là, je l'ai fait même... Attendez, je fais tout mon possible pour que mes vaches soient en bonne santé et aient une bonne vie. Je les fais même passer avant ma famille et mes loisirs. Mais n'est-ce pas beau ce dévouement? C'est incroyable, on dirait presque que c'est parce que tu te fais de l'argent sur leur mort. Pour les animaux c'est pareil, il y a des animaux domestiques et des animaux de rente, comme la vache. Mais attendez, je croyais qu'on était en train de parler de nature et là on est en plein dans le culturel. C'est fou ça! Des animaux de compagnie, des animaux domestiques et des animaux de rente comme la vache. Mais qui a décidé de ça? Où est cette vérité universelle, cette norme immuable et inchangeable, pas du tout culturelle? Et au passage, j'aimerais juste quand même qu'on prenne en compte le fait que les animaux qu'on exploite, c'est les animaux les plus vulnérables, hein, d'accord? Comme le fait que, par exemple, dans les laboratoires, on utilise énormément les chiens pour faire des tests, et une race en particulier de chiens, parce que c'est la race la plus docile. Mais passons. Et là, un jour, elle nous dit, adolescente, j'ai eu une vache à moi que je montais comme un cheval. Bref. Un jour, il a fallu l'abattre. Ça m'a fait tellement mal que j'ai décidé de prendre du recul. Oui, ben bel échec face à une dissonance cognitive, on se dit qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que je me rends compte qu'en fait c'est vraiment pas bien ce que je fais, c'est vraiment pas éthique, c'est pas normal, c'est pas justifiable, ou est-ce que je me dis je prends du recul, mes émotions après tout c'est nul les émotions, vive le profit, vive la supériorité humaine? Ben apparemment voilà. Et ensuite, elle nous dit « Je ne veux pas que ma vache soit morte pour rien » et elle est malade quand des enfants ne finissent pas leur assiette avec leur petit steak. Ah oui, ça doit être difficile cette souffrance, ça doit vraiment être difficile. Alors, après, on a ce monsieur qui pose avec son couteau. Je ferai pas de commentaires parce que j'ai pas envie de faire des trucs ad hominem non plus, mais bon, bref. Qui est un employé d'abattoir. Donc là, c'est quand même légèrement plus intéressant parce qu'on se rend bien compte de la souffrance, de la violence de la chose. On vous dit, ma tâche consiste à préparer la carcasse que l'on vient de débarrasser de son cuir, la dégraisser, enlever les souillures, les hématomes, les caillots de sang. Cela n'empêche qu'au début, on a un choc. Les bovins attachés par les pattes arrière sont énormes. Il y a du sang partout, des odeurs qui vous prennent à la gorge. Et l'on reçoit des projections par exemple de boules de pu. Il faut au moins 3 douches pour s'en débarrasser. Mais on finit par s'y habituer. Ce sur quoi je travaille est une bête qui est en train de devenir de la viande. Les nerfs bougent encore, le sang s'écoule dans certaines veines, c'est chaud. C'est quand même horrible. Donc vous avez toutes ces descriptions et ensuite, il vous sort ce que je préfère, ce sont les vaches de race à viande. Leur carcasse est plus charnue, mieux formée. Elles sont beaucoup plus jolies que les races salées. Il y a moins d'abcès. Non mais... Alors, en fait, je sais pas. Est-ce que si Philosophie Magazine voulait montrer à quel point on vit dans une société qui
objectifie, réifie, mais d'une manière incroyable, les autres animaux. Et qui en plus voulait mettre en lumière, mais je pense pas quand même, je pense pas qu'ils étaient allés jusque là, le lien très étroit entre sexisme et spécisme, parce que là quand même on a un homme qui vous parle de carcasse. Attendez, ça va, il y a une gradation. On a un homme qui vous parle de carcasse et qui vous dit qu'est-ce qu'il préfère, d'accord? Qu'est-ce qui est le plus joli? Et est-ce qu'il voulait montrer que, voilà, ce genre de travail plutôt, quand même conduit à une certaine forme de sadisme, et je suis désolée, de choses qui ressemblent beaucoup à de la psychopathie. S'il voulait faire ça, après tout, c'est très bien. D'accord? Parce que là, on a quand même un homme qui pose avec son couteau, qui est en train de nous dire qu'il trouve ça génial de découper le corps d'un animal qui est mort alors qu'il n'y avait aucune nécessité pour cela. Alors, celui-là est à la limite un petit peu plus intéressant, mais moi j'ai toujours du mal avec le fait qu'on instrumentalise la religion pour dire que Dieu a créé des animaux pour nous. Si on est vraiment croyant, on comprend que tout est création de Dieu et que seul Dieu peut décider de ce genre de choses. Et que si Dieu t'a créé, qu'il a créé les animaux, il y a quand même un lien assez fort entre vous, que c'est une œuvre de Dieu, qu'ils sont des œuvres de Dieu au même titre que nous, et que donc les tuer c'est du sacrilège. Mais enfin bon. Et alors, je crois que le summum, c'était ce monsieur qui nous dit « Je suis ému par les formes de la bête que je reçois à la boucherie ». Donc ça, c'est quand même criant de... Lisez la politique sexuelle de la viande. Parce que, et aucune référence à ce livre, génial d'ailleurs dans Philosophie, d'accord. D'ailleurs beaucoup, les seules références, enfin il y a quelques références en fait, mais qui sont pas du tout exploitées, pas du tout recontextualisées, ce qui est quand même très dommage. Donc là en fait il y a ce discours totalement érotique et hypocrite où il nous dit... où en fait on nous vend, et ça c'est le nouveau discours, parce que les gens sont en train de se rendre compte de plus en plus que c'est pas éthique, et que ce qui se passe dans les abattoirs c'est pas beau, pas plus que ce qui se passe dans les camions, pas plus que ce qui se passe dans les élevages, etc. Plus il y a cette prise de conscience de l'élevage industriel et du fait qu'il faut arrêter, personne ne prend ses œufs chez son petit voisin d'à côté qui a des poules et connaît la vache qui a été tuée et qui est morte de vieillesse naturellement, bon bref, et le steak est de manière assez magique apparu dans votre assiette. Non, tout le monde se rend compte de ça. Donc là, les industriels, ils jouent sur quoi? Ils jouent sur le discours de l'art, du raffinement. Ça, c'est une viande incroyable, ça, c'est une race incroyable, ça, c'est une espèce incroyable, ça, c'est un travail fou, d'orfèvrerie presque, de découper un cadavre. Donc il faut arrêter. Enfin... Quant à moi, j'essaie de redonner sa noblesse à l'art du boucher. Non mais gars, c'est pas un art. Enfin, faut s'arrêter au bout d'un moment. Il faut arrêter le délire, quoi. Alors, c'est... Enfin, pour moi, je trouve ça quand même assez incroyable. Il est indispensable de développer chez le consommateur un imaginaire assez riche pour comprendre la qualité du produit qu'on lui propose. Un produit, mais on parle d'un être vivant sur lequel tu n'as aucun droit. Tu n'es rien. Tu n'es rien de plus que ces animaux. Nous ne sommes rien de plus que ces animaux. Tu n'as aucun droit. C'est pas un produit. C'est quelqu'un, un être vivant que tu as tué ou qui a été tué pour toi. Et toi, tu es en train de dire que c'est un produit. Et alors l'imaginaire, bah oui, l'imaginaire, c'est ce qu'on nous vend. L'imaginaire qui est totalement faux, hypocrite, manipulateur, c'est de s'imaginer qu'il y a un art pour tuer quelqu'un. Donc, après, on a celui qui nous dit qu'il a élevé des vers. Alors voilà, bon bref, assez incroyable. On a ensuite, à la limite, je vais dire, 2 pages qui sont assez intéressantes sur les abattoirs sont-ils les nouveaux camps de la mort, où il parle quand même de livres assez intéressants comme Un éternel Treblinka, je sais pas si vous l'avez lu, peut-être que je pourrais faire une vidéo dessus parce que je l'ai lu par exemple, où il y a en fait, il parle de ce parallèle qui est fait assez fréquemment et le plus souvent du coup d'ailleurs par des juifs eux-mêmes entre la Shoah, les camps de la mort, les camps de concentration et la condition animale à l'heure actuelle. C'est un discours qui du coup est nuancé par Corinne Peluchon qui a écrit un manifeste animaliste qui est assez intéressant et que je vous recommande aussi par ailleurs parce qu'elle dit justement que, alors on peut, moi je pense qu'il y a un parallèle effectivement à faire. Après elle dit très justement que les juifs on voulait les exterminer. Il n'y a pas que les juifs, hein. Il y avait les homosexuels, il y avait les tziganes, il y avait les roms, il y avait les gitans, il y avait les opposants politiques, il y avait les handicapés, donc il n'y avait pas non plus que les juifs. Hein. Mais voilà, qu'on voulait les exterminer. Les animaux, on ne veut pas les exterminer. Les animaux, on veut que ce soit une pompe intarissable Afrique, quoi. Et donc voilà, il y a quand même cette différence. Deuxièmement, on voulait aussi exterminer ces gens, comme elle dit, pour affirmer qu'ils n'étaient rien, pour faire comprendre aux gens qu'ils n'étaient rien. Alors que les animaux ne sont déjà rien. Ne sont déjà considérés que comme des objets. Donc il y a ces 2 différences qui sont assez intéressantes. Et enfin, on finit par quel diététicien êtes-vous? Donc vous avez cette petite page, voilà.
où on vous donne le choix entre 5. Je suis devenue végétarien parce que je ne supporte pas la souffrance et la tuerie des animaux. Je ne mange ni viande, ni œufs, ni produits laitiers, bref, un vegan. 3, parce qu'il y a aussi le cuir, etc. J'aime la viande, mais je fais attention d'où ça vient. Je fais attention à modérer ma consommation de viande et je n'ai pas honte d'être omnivore. Et donc il vous parle de végétarien welfariste. Alors, ce mouvement welfare et enfin le welfarisme et le côté végétarien ensemble, c'est pas possible en fait, tu vois. Donc parce que si tu manges des œufs et si tu manges du lait, les animaux ne peuvent pas être bien traités. C'est aussi simple que cela, d'accord? Donc aucune mention de ça, aucune mention de comment est produit le lait. Bref, passons. Ensuite, ils vous disent végétarien abolitionniste en explicitant vegan, ça peut passer. Ensuite, alors là, il y a quand même un oxymore assez incroyable. D'ailleurs, j'ai écrit oxymore à côté en gros tellement j'étais énervée. Carnivore welfariste. Alors ça, c'est l'hypocrisie la plus grande sur laquelle repose la plupart des discours des personnes qui ne veulent pas arrêter de manger des animaux. Donc à partir du moment où leur argument de base est fallacieux, est une hypocrisie sans fond, bah c'est difficile d'avoir des débats et des discussions avec ces gens-là qui se voilent la face et qui refusent d'être même honnêtes sur le point de départ de tout. Et après vous avez carnivore diététicien, carnivore assumé, c'est super. La page de fin, enfin les pages de fin sont sur un échange, un dîner presque saignant. Donc je passerai sur le côté assez où ils prennent beaucoup de choses à la légère, qui moi ne me plaît pas, mais bon c'est personnel à la limite, où ils ont invité une philosophe végane, alors attendez, ça c'est intéressant, une sociologue et ancienne éleveuse qui soutient l'abattage à la ferme, et alors qui est qui à mon sens, je suis désolée, je vais être honnête, qui en tout cas dans ces pages démontre une certaine bêtise, et un scientifique préoccupé par le fait de nourrir 10 milliards d'êtres humains. Voilà. Et alors il y a quand même des choses assez incroyables là-dedans, je vais pas tout vous passer. Mais l'ancienne éleveuse nous dit quand même, pour la majorité des éleveurs, la mise à mort des animaux n'est pas le but, mais un effet dérivé de la relation. Non mais... c'est intéressant ça. On élève des animaux pour la viande, on les fait naître pour la viande, mais le fait de les tuer, ce n'est pas le but ultime. Bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Donc je comprends qu'on retranscrit quand même des dialogues, des positions de tout un chacun, mais est-ce qu'on peut pas monter un peu le niveau des intervenants quand même, parce que ce genre de choses c'est quand même assez incroyable. Et alors c'est tellement incroyable qu'elle nous sort aussi, en admettant que l'on arrête d'élever de nouvelles vaches, que faites-vous des vaches existantes? Vous les sacrifiez? Je croyais que vous étiez opposé au sacrifice. Alors je comprends que des personnes totalement novices à la question de l'élevage, à la question animale, etc. posent cette question. Mais quand vous êtes une sociologue, une ancienne éleveuse, vous êtes censé avoir réfléchi quand même à la question, et qu'on vous sort cette question-là en ignorant totalement le fait, et justement ce que répond la philosophe, que ces animaux ne sont là que parce qu'on les fait venir, que parce qu'on les crée, que parce qu'on suscite, provoque leur naissance à des fins pécuniaires et des fins matérielles, j'ai écrit ridicule à côté. Voilà, moi c'était mon petit point de vue. Et enfin, le dernier argument, enfin un des derniers arguments quand même que la philosophe essaye d'apporter, c'est que nous n'avons pas la place. D'accord? Nous n'avons pas la place. Le welfarisme de toute manière est une illusion, car pour que ces animaux aient des conditions de vie décentes, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de planètes, parce que tout le monde veut manger des animaux, d'accord? Tout le monde veut que ces animaux soient bien traités, mais nous n'avons même pas assez de place. Nous n'avons pas assez de place. Donc c'est ce qu'elle dit, il n'y a pas de place. Et vous savez ce qu'elle lui répond, l'éleveuse? Circulez donc un peu en dehors de Paris. Il n'y a plus que des métropoles avec du vide autour, en France comme en Afrique ou en Chine. On peut nourrir tous les humains avec les vrais produits d'élevage. Si vous mangez une côte de porc noir de Bigorre, vous n'en mangez plus dans la semaine, cela vous rassasie. Eh ben, on est heureux de le savoir. On est heureux de savoir que la diversité des paysages, des écosystèmes va être remplacée par des pâturages, des usines et des champs pour élever, tuer et exploiter des animaux sentients qui ne vous ont rien demandé, qui ne vous appartiennent pas, pour pouvoir nourrir une bande d'abrutis. Voilà. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Elle serait belle l'Afrique comme ça. Elle serait belle la Chine comme ça. Mais c'est génial ces étendues quand même. C'est fou. Et puis alors de demander aussi ce qu'en pensent ces personnes, hein, le petit truc un peu colonial derrière, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc voilà, j'avais vraiment envie... Enfin, j'avais vraiment envie. Non, honnêtement, j'ai été super déçue. Si quelqu'un de Philosophie Magazine le regarde, je suis vraiment extrêmement déçue. Je trouve que il y avait quelque chose, il y avait de l'idée, et puis vraiment je pense que l'erreur ça a été de faire intervenir majoritairement des gens qui sont dans l'élevage, qui sont même des personnes qui tuent les animaux, de pas du tout, même ils auraient quand même pu interviewer ou faire prendre la parole à des lanceurs d'alerte. Ils n'ont pas du tout mentionné la difficulté du travail dans l'abattoir,
des études qui ont montré qu'il y avait des liens entre violence conjugale et violence même hors conjugale et avec ces employés qui travaillent dans ces abattoirs-là. Ils n'ont pas parlé en Europe, le fait qu'il y en a beaucoup qui viennent d'Europe de l'Est. Ils n'ont pas parlé du salaire, ils ont parlé de rien du tout. Un peu dur ce que je dis, mais honnêtement, je pense qu'en 2018, avec toutes les informations, les livres, les philosophes qui en parlent, ne pas pouvoir avoir de retour assez sérieux, pertinent et étudié pour produire quelque chose qui est en adéquation avec les réalités, les impératifs et les problèmes de notre époque, aussi bien environnementaux qu'éthiques, que de santé et même interhumain au niveau des grosses inégalités que ça met à jour, je trouve ça vraiment déplorable. Voilà. Par contre, aucun rapport, mais je vous conseille un autre magazine, Le Monde diplomatique sur la Palestine. Je ne l'ai pas encore fini, mais pour le moment, il est très très intéressant et vous êtes beaucoup à me demander des infos sur la Palestine. Voilà, mais je ferai des vidéos sur la Palestine incessamment sous peu. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir mon Twitter et mon Instagram si jamais. Et n'hésitez pas non plus à peut-être me soutenir sur Patreon. Ces vidéos-là demandent un petit peu de temps, de la réflexion et j'aimerais en faire beaucoup plus sur des sujets divers et variés, sur des livres, etc. Et Patreon m'aide beaucoup. Avec 1$ ou 1€ par mois, vous pouvez voir des vidéos, des blog posts et beaucoup de choses et ça m'aide beaucoup. Pas de pression, mais au cas où, voilà. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.